Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à l'utilisation du Bootstrap Twitter. Donc le Bootstrap Twitter, c'est tout simplement un CSS qui a été développé en collaboration avec Twitter qui va vous permettre en fait de commencer à créer votre premier site web avec des bases solides. Donc le principe est relativement simple, c'est que ça va vous permettre de styliser tous les éléments dont vous pourrez avoir besoin dans un projet. Donc le principal intérêt, c'est lors du premier développement, vous allez pouvoir travailler sans forcément développer un CSS au début. Et l'avantage, c'est qu'ensuite vous aurez une structure HTML solide et vous allez pouvoir personnaliser le CSS à partir de leur base à eux. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit essai et de voir comment utiliser les différents éléments qui sont fournis par ce Bootstrap. Donc j'ai commencé à créer une page, donc là sans CSS, et vous voyez clairement déjà, c'est pas forcément joli, ça donne pas vraiment envie. Et le principe, ça va être de styliser cette page et de créer une page un peu plus complexe en utilisant ce Bootstrap. Donc l'idée, globalement, c'est de voir un petit peu toutes les fonctionnalités. Alors, on est parti. Déjà, comment ça fonctionne? C'est très simple, vous avez juste à lier leur CSS à votre page. Donc ici, dans mon head, je vais décaler un petit peu tout ça, j'ajoute leur fichier CSS. Donc automatiquement, lorsque vous faites ça, vous allez voir déjà quelques changements au niveau de votre page. Donc tout ne fonctionne pas de manière optimale parce que vous allez devoir utiliser quelques classes particulières. Mais déjà, vous voyez qu'on a un premier contenu. Donc la première chose à faire dès le début, c'est d'entourer votre site entre guillemets par une div qui a la classe container. Donc cette div là, c'est un petit peu la div de base, donc div.container. Elle sert à deux choses. D'abord, elle vous permet de fixer, alors je ne vais pas sauvegarder, de fixer une largeur précise qui est celle de la grille 960. Donc si j'inspecte, hop, vous voyez que notre div container ici a une largeur de 940 pixels. Donc ça, c'est la largeur des grilles traditionnelles et c'est ce qui va permettre de bien placer les éléments. Et si après vous préférez plutôt quelque chose qui s'adapte à la largeur de la page, vous avez la possibilité d'utiliser cette seconde structure, donc qui est définie ici dans le Bootstrap, c'est celle-là. Je vais la copier, on va partir ici sur cette classe-là au lieu de container. Ici, on va imaginer que c'est notre premier contenu, donc qui est dans une div qui est la classe sidebar. Et ensuite, notre second contenu qui est dans une div qui est la classe content. Voilà. Hop. Là, vous voyez que du coup, on a notre sidebar qui se situe à gauche, notre contenu qui se situe à droite, et au redimensionnement, ça s'adapte à la largeur. Donc là, c'est pas forcément clair, mais vous voyez que le contenu s'adapte. Donc nous, on va rester sur la grille statique, c'est la grille la plus simple. Et comme ça correspond un petit peu à au projet en général. Donc ensuite, ce que l'on va voir, c'est comment créer cette barre et quels éléments on va pouvoir y placer dedans. Donc pour créer cette barre, c'est très simple. Il suffit de créer une div qui est la classe topbar. Si on veut une couleur de remplissage, il faut une div qui est la classe fill. Et à l'intérieur, on va y mettre le container pour que le contenu soit aligné toujours de la même façon sur une largeur de 940 pixels. Donc ensuite, vous pouvez y mettre votre logo. Donc le logo, c'est un truc à respecter, c'est un H3 et dedans un lien. Et après, vous mettez, bon là on va mettre la page d'accueil et au niveau du lien, on va mettre mon site. Voilà, avec un S majuscule. Voilà, donc ici, si vous respectez cette structure, vous voyez que maintenant, j'ai ma barre de navigation avec mon gros logo, entre guillemets. Donc là, c'est juste un titre. Et dès que je clique dessus, je retourne à l'accueil. Donc là, je vais revenir ici. Et ensuite, on veut une petite navigation. Donc ici, c'est très simple, juste après le H3, vous créez un UL, dedans vous y mettez plusieurs alliés, donc là on va mettre 3 et chacun aura des liens. Donc là le premier par exemple, ça sera page 1, on va mettre actu, ensuite la seconde page ça sera portfolio, et ensuite enfin contact. Voilà. Bon, pas très inspiré pour le coup. Donc là, vous voyez, du coup, ça crée ces trois onglets. De la même façon, on va carrément pouvoir mettre un formulaire à l'intérieur de cette barre-là. Donc pour mettre un formulaire, très simple, vous utilisez la syntaxe la plus simple possible. Donc inform, donc vous choisissez l'action si vous voulez qu'il fonctionne ou pas. Bon là, c'est pas vraiment nécessaire, donc je mets rien. Et ensuite, dedans, on y met un input de type texte. Donc là, comme ça, vous voyez, on a notre petit input. Alors si vous voulez mettre un contenu par défaut, là tout simplement, vous pouvez carrément utiliser l'attribut de l'HTML5, placeholder, et là on va mettre rechercher un article. Donc je sauvegarde, et là vous voyez qu'on a notre placeholder, et dès qu'on clique, il se désélectionne. Donc ça c'est pour créer un petit formulaire.
Si ensuite vous voulez un lien à droite avec une liste déroulante, ben c'est très simple. Vous créez toujours un UL, hop, juste après le form ici, UL. Par contre, on va lui mettre une classe particulière, c'est classe égale nav et secondary-nav. Donc ça, c'est une classe à respecter. Et dedans, un premier ali se connecter. Hop. Donc là, hop, j'ai oublié de mettre le lien. Voilà, se connecter. Si vous voulez qu'il y ait la petite flèche pour par exemple créer un sous-menu, c'est très simple. Ici, au niveau du lien, vous mettez classe égale menu. Et là, automatiquement, vous voyez que ce lien a cette petite liste. Si ensuite vous voulez mettre un sous-élément, ben, c'est très simple. Au niveau du LI, donc là on va hop, sauter un petit peu des lignes. Vous recréez un UL. Ici, UL. Et vous lui mettez la classe menu-drop down. Et là, dedans, vous y remettez des LI classiques. Voilà. Alors là, par défaut, ça c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, je l'ai déclaré. Par contre, quand je clique, ben, il ne se passe rien. Tout simplement parce que la partie reveal ou hide de ce menu-là doit être fait au niveau JS. Donc là, il faudra créer votre propre script. Mais pour vous donner déjà un aperçu de ce que ça donne, hop, ici, il suffit de mettre le display bloc et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc là, après, ben, à vous de faire votre propre système pour cacher ou masquer ce menu-là. Donc là, pour le coup, bon, je vais le laisser, ça peut toujours servir. Et on va continuer. Voilà, donc ça, globalement, c'est tout ce que l'on va pouvoir utiliser au niveau des top bars. Donc on a notre petit titre, qui est dans un H3. On a ensuite le menu, qui est un UL classique. Un input de type texte qui sert de formulaire. Et ensuite, le bouton, ici, se connecter avec la possibilité de créer un drop-down en jQuery. Donc ensuite, on va passer au contenu. Comment on peut styliser nos différents contenus? Donc d'abord, la première chose à voir, c'est le système de grille. Donc ce système de grille, c'est basé sur une grille de taille 16, c'est-à-dire que vous avez 16 colonnes. Et du coup, on va pouvoir orienter notre contenu comme on veut à l'intérieur. Donc là, on va partir sur trois arguments qui seront situés en bas, chacun ayant un titre particulier. Alors comment ça fonctionne au niveau des grilles? Hop, je supprime tout ça. Vous devez créer une div qui est la classe row. Ça veut dire qu'on va créer une ligne composée de plusieurs grilles. Chaque grille, c'est une div qui est la classe span, suivie du chiffre qui correspond au nombre de colonnes que vous voulez utiliser. Donc par exemple, ici je veux diviser mes 16 colonnes en... Enfin, si je veux avoir 3 colonnes, bah du coup je vais faire 6, 5, 5. Donc ici, span 6, et là j'y mets mon contenu. Donc là je vais prendre un lorem ipsum, hein, et je vais dupliquer ce contenu, hop hop, 3 fois. Donc là je mets 5 et 5. Donc il faut bien s'assurer à chaque fois d'avoir un chiffre qui correspond à 16. Et là du coup, vous voyez, j'ai mes 3 contenus. Vous voyez, qui sont en colonne. Donc si ensuite je veux faire des séparations, vous avez la possibilité de rajouter une classe qui s'appelle offset et qui précise le nombre de colonnes de décalage. Donc si ici je mets, par exemple, on va plutôt mettre là, un offset de 2, du coup je resserre la colonne, vous voyez que ça crée un espacement de 2 colonnes. Donc c'est ce que vous avez ici à en schématiser. Alors, je vais cacher ça pour qu'on ait plus de place. Donc là vous voyez ça correspond à chaque colonne. Et ça correspond aux offsets. Donc ici, il a mis un offset de 4, donc il y a un espacement de 4 colonnes entre ces deux contenus. Donc le tout, c'est toujours de s'assurer d'avoir un nombre qui correspond. Toujours, il faut que ça fasse 16, donc en comptant les offsets et les spans. Donc là, ça correspond bien, j'ai 5 ici, 5 et 6. Donc là, je vais enlever ça et on continue. Alors moi, ce que je fais en général ici, je rajoute un style égal margin-top de 0.60 pixels. Alors là, je le fais comme ça à l'arrache, mais vous allez voir que de toute façon, après, on n'en a plus besoin. Donc ici, je vais mettre un premier argument, donc je vais mettre plutôt un H2, hop, titre 1. Alors, le lorem ipsum est peut-être un poil long, donc on va mettre ça. Ici, je mets un second H2, titre 2. Hop, je coupe le lorem ipsum à un endroit différent. Voilà. Et enfin, H2 titre 3 et hop, tout ça je vais le mettre dans des P. Voilà, donc après au niveau de typographie, normalement ça passe plutôt bien, il faut juste s'assurer de pas mettre du texte un peu dans le vent. Voilà. Donc là vous voyez j'ai mes différents contenus, alors là il y en a un peu trop, on s'arrête ici. Voilà, j'ai mes 3 argumentaires. Alors si en haut vous voulez mettre un gros carrousel, c'est déjà prévu. Donc il y a une div qui s'appelle hero unit. Donc ici c'est div.hero
div-unit. Alors cette div, elle est prévue pour être là, donc dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin du style, donc c'est pour ça que je vous avais dit que c'est pas forcément nécessaire. Alors cette div, elle crée en fait un petit carré gris où vous allez pouvoir mettre des grosses phrases d'accroche. Donc ici, par exemple, je vais mettre un gros H1. Alors par contre, qu'est-ce que je pourrais marquer? Voilà, super. Je suis pas super inspiré pour le coup. Ensuite, ici, je vais mettre un petit contenu qui explique comment c'est trop bien et comment il faudrait acheter ça. Voilà, donc ici, on va toujours prendre un petit lorem ipsum dans un paragraphe. Donc là, vous voyez que vous avez du coup ce gros titre, la phrase d'accroche. Et si ensuite vous voulez créer un bouton qui permette d'en apprendre un peu plus ou d'aller plus loin, c'est très simple. Vous créez un nouveau paragraphe et vous créez votre bouton. Alors pour créer un bouton, c'est très simple. Vous prenez un lien, vous lui mettez la classe btn. Et ensuite, vous mettez ce que vous voulez en contenu. Donc là, par exemple, on va mettre en savoir plus. Voilà. Donc là, vous avez votre bouton. Alors par défaut, les boutons ne sont pas forcément super sexy. Alors vous avez la possibilité de mettre différentes couleurs. Donc si c'est un bouton principal, vous mettez la classe primary et dans ce cas-là, il devient bleu. Après, il y en a plusieurs. Donc genre, il y a success qui est pas mal. Donc c'est un bouton en vert. Vous avez info. Donc tous les boutons, vous retrouvez si vous cliquez ici sur forms. Voilà, vous descendez. Et là, vous avez différents types de boutons. Donc nous, on va prendre un gros bouton ici. Donc c'est primary. Et ensuite, c'est large, pour dire que c'est un gros bouton. Et du coup, si je reviens, vous voyez qu'ici, on a notre gros bouton. Donc là, on a bien notre page, nos contenus. Alors là, j'ai fait une erreur. Voilà, c'est 6, 5 et 5. Je me disais bien aussi, c'est bizarre que ça ne rentre pas. Voilà, donc là, on a notre gros contenu qui pourra plus tard accueillir un carrousel, on ne sait jamais. Nos contenus. Et en bas, on va continuer sur un petit article. Donc là, je vais partir sur une nouvelle séparation. Donc je recrée une colonne, row. Et je vais séparer en deux colonnes. Donc une grande. Div, on va mettre span 9. Et du coup, si vous avez bien compris, la suivante. Alors on va se la faire à la Dora l'exploratrice. Je vous laisse un petit temps pour réfléchir. C'est 7. Voilà. Parce que 9 plus 7, ça fait bien 16. Alors par contre, ça fait peut-être un peu large. Donc on va mettre 5 et 11. Voilà. Donc ici, je vais mettre mon titre de contenu. Donc ici, dernière actu. Alors si vous voulez mettre un titre un peu plus en avant, vous avez la possibilité de l'entourer par une div particulière. C'est la div page header, je crois. Donc on teste div.page-header. Voilà. Donc là, vous voyez que du coup, ça crée une petite marge en dessous et un tiret. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, vous avez la possibilité de mettre en small une petite phrase d'accroche, les dernières actus. Donc là, pour le coup, ça sert absolument à rien de se répéter, mais voilà, c'était juste pour vous montrer ce petit truc-là. Donc ça permet d'avoir deux niveaux de lecture au niveau des titres et c'est plutôt pas mal. Donc par exemple, les exemples qu'ils donnent, voilà, ici. Donc c'est plutôt cool. Bon, moi j'aime bien, donc je l'ai laissé comme ça. Alors, ensuite, je vais y mettre mon article. Donc, de la même façon, vous pouvez mettre des images. Alors, c'est vrai que sur le Bootstrap, j'ai pas vu d'image. À aucun moment, il y en a. Mais j'imagine que ça fonctionne bien. Alors, je vais en créer une. Alors, déjà, avant de commencer, je vais voir la taille que j'ai à disposition. Donc, hop. Ici, au niveau des spans, ma deuxième colonne, span 11, ça fait 640 pixels. Donc ici, je vais créer une nouvelle image. En SRC, je vais mettre un lorem pixum, c'est le plus simple. Donc j'avais dit 640 par 200 en nature, ça me va très bien. Et pas de halt. Voilà. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai mon contenu. Alors ça a l'air de plutôt bien passer. On va carrément le mettre dans un paragraphe quand même pour être sûr. Voilà. Donc là, c'est de l'HTML5. Il n'y a pas besoin de fermer la balise image, si je me souviens bien. Et ensuite, on va y mettre notre petit contenu. Et enfin, on va mettre en dessous un petit formulaire qui permet d'écrire un commentaire. Donc P, lorem. Voilà. Alors là, tant qu'on est sur l'article, hop, on va fermer le paragraphe juste après ce point-là. Vous avez la possibilité d'écrire différents contenus. Donc après des listes, par exemple. Donc là, on va partir UL, li,
premier élément, lit, second. Voilà, bon, vous comprenez le principe. Donc là, si vous faites ça, ça vous crée des listes comme ça. Voilà, j'ai séparé un petit peu sur la gauche. Vous avez la possibilité de créer des listes qui ne sont pas stylisées. Alors, je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin de faire ça, mais ça peut être utile. Donc, class égale unstyled. Et dans ce cas-là, en fait, ça crée votre liste, mais ça ne met pas de style particulier. Donc, pas de puce ni rien. Et vous avez la possibilité de créer des listes ordonnées. Donc là, il suffit de remplacer le UL par un OL. Hop. Et dans ce cas-là, vous avez des chiffres. Et après, bon, vous avez la possibilité de faire des descriptions, mais bon, ça, pour ce que ça sert. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de créer des citations. Donc les citations, c'est très simple. Vous faites bloc quote. Vous mettez votre citation dans un paragraphe. Donc jamais 203. Et ensuite, vous mettez l'auteur de la citation dans un small moins. Voilà. Et ici, vous voyez que vous avez votre citation qui est ici, avec le nom de l'auteur, avec un petit tiret avant. Bon, c'est plutôt sympa. Et du coup, on voit bien que c'est une citation. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des tables. Donc de la même façon, ça fonctionne assez classiquement. Vous créez une table. Dedans, vous commencez par un THEAD, donc qui va avoir un TR et des TH. Donc ici, on va mettre le numéro, suivi d'un TH avec le nom, TH avec le prénom, et TH, on va mettre l'âge. Voilà. Ensuite, vous créez un T-body. Dedans, on a aussi un TR avec un TD qui contiendrait l'ID, un TD qui contiendrait le prénom, un TD qui contiendrait, alors on va inverser nom et prénom, mais peu importe, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, l'âge. Donc là, vous voyez, notre TD est par défaut. Alors, je vais dupliquer ces lignes plein de fois, histoire qu'on voit ce que ça donne quand il y a plusieurs lignes. Voilà. Donc là, par défaut, toutes les lignes ont la même couleur. Si vous voulez que ça alterne, qu'un coup sur deux, ça soit un peu plus gris, donc ça c'est toujours sympa pour la lisibilité. Au niveau du table, vous rajoutez une classe et vous l'appelez zebra-stripe. Et du coup, là, vous aurez une colonne sur deux qui sera en gris. Donc ça, c'est mieux pour les gros contenus. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est créer des tables qui sont sortables. Donc des tables qu'on va pouvoir réorganiser. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un plugin JS. Donc ici, si vous allez sur le Bootstrap, au niveau des tables, hop, vous descendez, vous avez ça. Donc là, vous devez télécharger un plugin jQuery. Donc c'est ça, table sorteur. Donc ici, je télécharge seulement le JS. Voilà, donc je prends mon JS, je vais le créer hop, au même niveau ici que ma page. Donc je vais l'appeler table sorteur.js. Voilà, et je vais copier mon petit JS. Alors, au niveau de ma page, ici, je n'avais pas importé jQuery, donc je vais le faire tout de suite avec ma longue balise script. Ensuite, je rajoute un script, et ici, je rajoute table sorteur. Donc src égale table sorteur.js. Et ensuite, j'ai plus qu'à écrire le même code que ce qui donne ici. Donc, on retourne sur le Bootstrap, on va voir comment ça fonctionne. Cette fonction-là. Donc ça, vous êtes habitué si vous faites du jQuery depuis un petit moment. Donc si vous voulez carrément améliorer le truc, vous pouvez mettre ici jQuery et ici mettre $. Comme ça, plus tard, si vous voulez éviter les conflits, ça sera toujours possible. Donc là, vous voyez que par défaut, ça permet de réorganiser un tableau qui aurait cette idée-là. Donc là, on va rester vraiment à fond sur l'exemple. Et ici, ce tableau-là, on va lui rajouter cette idée-là. Voilà, donc j'actualise. Vous voyez du coup que mon tableau s'est réorganisé. Alors là, j'ai pas été forcément très malin, mais on va mettre Alain. Donc là, du coup, nos tables, hop, ici, sont sortables. Voilà, donc là, vous voyez l'avantage, c'est qu'il y a quasiment rien à faire. Il y a quasiment rien à faire. Alors, si vous voulez rendre les colonnes encore plus claires, vous avez la possibilité de rajouter des classes pour les couleurs. Alors, bon, ils font ça sur la démo, je vois. Moi, après, c'est vrai que l'intérêt, je ne le vois pas forcément. Mais ici, vous mettez classe égale yellow. Hop. Classe égale blue. Classe égale green. Et du coup, vous allez avoir des colonnes qui auront des couleurs différentes. Voilà. Pour l'organisation, ça peut être sympa et c'est toujours plus joli.
Voilà, donc ça c'était pour les tableaux. Donc ensuite on va voir les formulaires. Donc ça c'est vraiment le truc qui est en général bien prise de chou. Là vous allez voir que c'est relativement bien foutu et l'avantage c'est qu'au niveau HTML c'est relativement simple. Donc là juste après mon gros tableau je vais écrire les commentaires. Donc je vais mettre un petit H2, les commentaires. Hop. Donc ici j'ai mon H2 et on est parti pour créer un formulaire pour ajouter les commentaires. Donc H2, là c'est plutôt... dans ce cas-là, ajouter un commentaire. Un commentaire. Au niveau des formulaires, eux, ils ont l'habitude d'entourer ça d'un fil set et ensuite de mettre un legend avec à expliquer l'intérêt du formulaire. Donc, exemple. Et ensuite, les différents inputs. Donc ça, vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que si vous préférez mettre directement les formulaires en live, c'est possible. Donc là, bon, on va quand même respecter leur système. On va mettre plutôt ajouter un commentaire et on est parti. Donc pour créer un input, c'est très simple. Vous mettez d'abord un label. Donc là, je ne vais pas mettre de fort parce que bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Vous mettez le nom du label et ensuite l'input. Donc l'input, c'est un petit peu particulier. Il faut l'entourer d'une div qui est la classe input. Et ensuite, vous mettez votre input classique. Donc là, si j'actualise, vous voyez que j'ai mon petit label à gauche et ensuite mon contenu. Donc si ensuite je veux le prénom de la personne, hop, j'ai qu'à faire ça et ici mettre prénom. Alors là, par défaut, si vous faites ça, vous allez voir que tout est collé. Donc en fait, tous ces inputs, il faut les entourer à chaque fois par une div particulière qui est la classe clearFix. Voilà. Donc cette classe-là, en fait, sert aussi à nettoyer les flottes et d'éviter en fait les problèmes d'alignement. Ici, je sauvegarde, vous voyez que j'ai bien nom, prénom, et ensuite on va se créer un petit text area, ou allez, carrément un petit select. Donc c'est toujours la même façon, hop, je copie ces lignes. Donc ici, on va mettre fonction. Et ensuite, au lieu de l'input, on met un petit select. Select. Donc le nom, on va mettre fonction. Bon, l'idée, on s'en fout. Et ensuite, nos différentes options. Donc option 1, chef, option 2. Du coup, hop, je re-sauvegarde et vous voyez qu'ici, on a notre select. Donc ensuite, les champs, si vous les voulez plus gros, hein, tout simplement, ici, au niveau des classes, vous pouvez rajouter la classe, je crois, c'est xlarge. Et si vous rajoutez cette classe-là, alors votre input est plus long. Donc après, ça dépend. Là, pour le coup, j'en ai pas besoin, donc je vais le retirer. Donc ensuite, pareil, pour les text areas, vous allez le voir toujours la même fonction. Vous mettez un clearFix, vous mettez message, par exemple, au niveau du label, toujours un input. Et ensuite, au niveau du contenu, text area. Et là, quasiment sans rien styliser, hop, vous avez votre text area qui marche. Donc après, si vous voulez un text area grand, c'est toujours la même façon. Vous mettez ici, hop. Donc là, le nom, on va mettre message. On va enlever les cols et les roses. Et ici, vous mettez classe égale xlarge. Donc ça, c'est si vous voulez quelque chose d'un peu plus large. Et xxlarge, si vous voulez un truc carrément super grand. Donc là, à vous de voir. Et ensuite, il y a 2-3 champs un petit peu particuliers que je voulais vous montrer. Donc d'abord, la possibilité de créer des checkbox bien positionnés. Bon, ça, c'est souvent assez prise de chou, c'est-à-dire que les checkbox sont jamais sur le bon alignement ou jamais bien organisés. Là, c'est très simple. Vous créez votre label de manière classique. Vous créez ensuite votre div qui est la classe input, toujours de manière classique. Et ensuite, vos options, c'est très simple. Vous les placez dans cet input-là. Vous créez un UL qui va avoir la classe inputs-list. Et dedans, vous y créez des éléments qui sont chacun en fait des checkbox. Donc, label. Donc ça, c'est une feinte en fait pour rendre tout l'élément cliquable. Vous mettez votre input. Donc ici, c'est un input de type checkbox. Voilà, c'est vrai que je pense toujours à fermer les inputs, mais ça, il faut que je perde l'habitude. En HTML5, c'est plus nécessaire. Et ici, vous mettez une span avec votre... On va mettre homme. Et là, on va plutôt mettre sexe. Et de la même façon, on recrée un LI, où là, on met femme.
Donc là, si j'actualise, vous voyez que du coup, on a notre liste. Donc l'avantage, c'est que c'est plutôt bien foutu. Vous voyez au niveau code, bon, ça donne un truc un petit peu bizarre à première vue, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir créer simplement des listes et les organiser de manière plutôt bien. Alors si ensuite, donc là on a fait les formulaires, ouais, si vous voulez mettre des petits textes d'explication sous les textes ARA, c'est très très simple, ou sous n'importe quel type d'input en fait, juste dans la div input, après votre contenu, vous créez une span qui a la classe help-block, et là vous y écrivez votre message. Donc là par exemple, pas de code HTML dans le message. Vous sauvegardez et là vous voyez que du coup en dessous on a un petit texte en gris, donc moins important, où on voit notre petite explication. Donc après il y a deux types de champs qui sont plutôt sympas. Donc le premier c'est quelque chose qui vous permet de mettre un petit contenu avant. Donc si je regarde ici, c'est celui-là. Donc ça je trouve ça plutôt sympa parce que ça permet à l'utilisateur de savoir s'il doit mettre un contenu ou pas. Donc c'est notamment utile sur les sites web parce que souvent les gens ne pensent pas à mettre le HTTP, donc ils ne savent pas s'ils doivent le mettre ou pas. Donc là l'avantage c'est que vous allez pouvoir le préciser. Au niveau du fonctionnement, hop, on va le faire juste après, avant le message. Hop. Donc là on va mettre par exemple pour taper son site internet. Donc là je vais div.clearfix, label, votre site, où on va mettre site internet. Et c'est là que ça change un petit peu. Donc toujours notre fameuse div qui a la classe input, donc ça n'a pas changé. Par contre dedans, il faut une autre div qui est la classe input-prepend. Voilà. Et dedans, on va pouvoir y mettre notre add-on, donc spat-add-on. Donc là, c'est http et ensuite notre input. Donc input, hop, input type égale texte. Et là, pour le coup, ouais, ça suffit. Et du coup, vous voyez que vous avez déjà le HTTP et il n'y a plus qu'à continuer. Donc de la même façon, moi je ne vais pas vous faire les exemples pour tous parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Vous avez la possibilité de mettre un checkbox dans le add-on. Donc hop, ici vous voyez c'est ce qu'ils ont fait. Donc toujours la même structure, le label avec l'input dedans. Et ensuite, hop, de la même façon, vous pouvez faire au lieu de prepend, append. Et dans ce cas-là, ça va mettre le contenu après. Voilà. Donc voilà, là vous voyez, on a créé en quelques secondes, enfin en quelques minutes entre guillemets, un formulaire. Mais voilà, une fois qu'on a la structure, c'est très très rapide. Donc vous voyez, ça c'est des formulaires, une structure de formulaire qui correspond assez bien dans le cas où on a un formulaire assez long à remplir, parce que les champs sont les uns en dessous des autres et c'est assez simple pour l'utilisateur de bien comprendre comment remplir ce formulaire. Le problème c'est que ça ne correspond pas forcément si vous avez un formulaire assez court ou si vous voulez placer les éléments un peu à gauche à droite. Donc vous avez la possibilité de changer rapidement l'apparence d'un formulaire en rajoutant une classe principale. Donc là je vois au passage que je n'ai pas créé de forme, donc je vais en profiter pour le faire tout de suite. Forme, voilà, donc j'entoure tout d'un forme et j'ai qu'à ajouter la classe form-stacked. Donc en rajoutant cette classe là, le formulaire est changé et du coup les labels passent au-dessus. Donc ça c'est une structure qui correspond mieux dans le cas d'un formulaire court. Donc pour un formulaire de contact ou un formulaire de commentaire c'est plutôt sympa. Donc le principal avantage, et je trouve que c'est plutôt bien foutu, c'est qu'on a juste à rajouter cette classe pour changer en un clin d'œil l'apparence de nos formulaires. Voilà, donc ensuite, dernier petit truc que j'ai oublié avant d'arrêter sur les formulaires, quasiment, c'est le bouton de soumission. Donc lorsque le bouton de soumission, donc au niveau des boutons c'est relativement simple, hein, vous créez juste, par exemple, votre input de type submit, voilà, donc et on va mettre envoyer. Donc en faisant ça, vous voyez, on a le submit par défaut et on va rajouter les classes btn et primary si on veut un bouton primaire. Et du coup, on a notre bouton. Donc si on veut donner un peu plus de style à ça, on peut entourer ça d'une div qui est la classe action. Donc div.action. Et du coup, vous voyez que ça entoure notre bouton avec un petit filet gris, donc c'est plutôt sympa. Moi, je trouve que ça donne un effet plutôt cool. Et de la même façon, on peut créer un input de type reset et on lui met pareil la classe btn. Voilà. Et du coup, on a le petit bouton pour initialiser le formulaire et le petit bouton pour envoyer. Donc maintenant, on va voir l'affichage des messages et la gestion des erreurs.
Donc au niveau des formulaires, alors je vais repartir sur un formulaire qui n'est pas stacké. Comment afficher les erreurs? C'est très simple, vous avez juste au moment du clearfix à rajouter la classe error. Et dans ce cas-là, hop, vous voyez qu'on voit que notre formulaire a une erreur. Et de la même façon, si on avait un bloc dead, donc ici on va mettre span.help-block. Et là, lol, tu t'es trompé. Hop. Vous voyez que notre petite aide donne l'erreur. Donc si on veut mettre le message à droite ici, c'est pas forcément compliqué. Au lieu de mettre bloc, vous mettez inline. Et dans ce cas-là, l'aide se situe à droite. Donc voilà, au niveau des erreurs, c'est super simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit juste de rajouter error après clearfix et tout se corrige. Donc ensuite, si vous voulez afficher vraiment des messages d'erreur, c'est très simple. Vous avez juste une classe qui le permet, c'est la div qui est la classe alerte message. Et là, vous mettez votre message d'alerte. Donc par exemple, strong, on va mettre erreur. Vous n'avez pas rempli tous les champs. Et là, automatiquement, vous voyez qu'on a notre petite erreur. Donc là, c'est pas forcément clair que c'est une erreur. Tout simplement, vous pouvez mettre différentes classes. Donc la première, c'est la classe error. Donc vous voyez que c'est le message d'erreur en rouge. Vous avez la classe success. Donc c'est le message en vert. Vous avez la classe info. Où là, c'est le message en bleu. Et vous avez la possibilité de mettre une petite croix. Donc là, on va revenir sur un message d'erreur. On met un lien. On lui donne la classe close. Et on y met juste une petite croix. Donc là, j'actualise. Vous voyez qu'on a la petite croix. Si je veux que quand on clique, ça fonctionne vraiment, là, il faudrait utiliser du JS. Donc soit vous le mettez en inline ici, soit tout simplement, là je le fais pour le coup parce que c'est super rapide, soit je fais une petite fonction ici. Par exemple, dès qu'on clique sur un close, donc .bind, .live, click, virgule, function. Donc là, la fonction que ça fera, c'est tout simplement que ça fermera l'élément parent. Donc en faisant this.parent.slideUp. Et du coup, hop, maintenant on a ce petit comportement, quand on clique, ça referme. Et là, juste après, on met un petit return false, histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème. Donc là, vous voyez, hop, voilà, comme ça en 2 secondes, on a au moins ça qui fonctionne. Donc voilà, là, je crois qu'on a bien fait le tour des formulaires. Alors, au niveau des messages d'alerte, donc je vais réactualiser la page, vous avez la possibilité de ne pas forcément les avoir avec ce style-là et d'avoir des styles un peu plus, qui acceptent un peu plus de contenu. C'est tout simplement, toujours de la même façon, je reviens au niveau des messages, ça se joue souvent avec un attribut ou une classe block ou inline, vous avez dû le remarquer. Donc là, c'est bloc message plutôt, hop. Et dans ce cas-là, vous voyez que c'est plus un message d'erreur un peu plus complet dans lequel on va pouvoir avoir plus de contenu, comme par exemple des boutons, donc a.btn, annulé. Voilà, donc là, ça permet de faire des petits messages, des confirm box ou des choses comme ça. Donc imaginons maintenant vous avez envie par exemple de créer ici une petite pagination, donc ça c'est quelque chose qui est vital lorsqu'on crée des sites. Alors la pagination c'est toujours la même façon, vous créez une div qui est la classe pagination, donc jusque là on aurait presque deviné naturellement, donc div pagination, et dedans on y met un UL, et ce UL il a des LI qui ont des liens, et les liens sont en fait les pages, donc ça jusque là rien de très choquant, donc page 2, 3, 4. Donc là, si je descends, vous voyez qu'on a notre pagination. Si vous voulez des liens précédents et suivants, hop, c'est la même façon, sauf qu'ici, on met du coup précédent. On y met la petite flèche sur le côté. Alors la petite flèche en HTML, c'est LARR, point virgule. Donc c'est left arrow. Voilà, pour ceux qui veulent savoir d'où ça vient. Et ici, au niveau des classes, vous mettez classe égale prev. De la même façon, ici, si je veux un petit lien vers suivant, on devine quasiment comment ça se fait, c'est suivant, suivi de right arrow, voilà. Et au niveau de la classe, vous mettez classe égale next. Voilà, donc ici, j'ai mes flèches. Si vous voulez qu'un bouton soit désactivé, donc par exemple, je suis sur la page 1, sur la page 1, je vais mettre la classe active pour préciser que je suis dessus. Donc classe égale active. Encore une fois, c'est assez naturel.
Donc le bouton précédent, je le désactive en faisant Disabled. Et voilà. Alors maintenant, on va passer à la sidebar. Donc ici, hop, et on va voir un petit peu le système d'onglets. Donc ici, je vais appeler un petit H2 en mettant sidebar et on va voir les onglets. Ouais, c'est toujours la même façon, en fait c'est quasiment comme la pagination, vous créez un UL, vous avez ensuite vos LI, donc là par exemple on va mettre dernier article, voilà, et ensuite LI, meilleur article. Au niveau du bon, si vous laissez comme ça, vous allez avoir cette liste là bien moche, tout simplement si vous voulez que ce soit des onglets, vous mettez la classe tabs. Vous mettez la classe tabs et évidemment il faut que tout ça soit des liens. Donc ici, ce que je vais faire, hop, je vais faire une sélection multiple. A, href, égale, donc on va rien mettre. Et ensuite, on va mettre notre contenu. Voilà. Donc là, comme ça, on a nos systèmes d'onglets. Donc là, je vais en supprimer un parce que ça ne rentre pas sinon. Voilà, on a nos deux onglets. Si vous voulez changer, il y a deux façons de faire. Alors là, je vais en plus mettre que ça, c'est le premier, en mettant la classe, hop, active. Classe égale active. Voilà, donc là, on voit bien que c'est cet article, et quand je cliquerai sur celui-là, il faudra que je fasse le truc en JS. Et par défaut, vous avez deux systèmes d'onglets, donc il y a celui-là, celui que je viens de vous montrer, et vous avez aussi la possibilité de mettre des petites pilules, donc là c'est Pills, comme pilule, et là globalement vous avez ce système d'onglets qui vous permet de naviguer entre les contenus. Donc bon, globalement, moi je préfère les systèmes d'onglets pour des sidebars, mais les Pills, ça peut être pratique pour faire une sous-navigation. Bon, après à vous de voir comment vous voulez utiliser ça. Donc là, de la même façon, hein, tout le code qui est derrière, c'est évidemment à vous de le faire hein, au niveau du JS. Mais au moins, ça permet d'avoir déjà une structure, une base posée. Donc ensuite, dernier petit truc, la création d'une boîte modale. Alors au niveau de la boîte modale, c'est un peu plus rude, ça va falloir faire un peu plus de choses soi-même. Donc je vais la mettre tout au-dessus du code HTML, histoire de... Voilà, elle est carrément tout à la fin, voilà. Histoire de pas trop avoir de problème de lisibilité. Donc pour créer la boîte modale, c'est relativement simple. Vous créez une div pour l'entourer. Donc cette div servira en fait à créer le masque. Donc je mettrai ensuite des propriétés au niveau de la balise style. Et ensuite, on a notre modal box. C'est tout simplement une div qui est la classe modal. Et dedans, on va avoir différents contenus. On a d'abord le header, donc modal-header. Où dedans, on va avoir notre titre, donc H3. Et là, ça va être alerte. Ensuite, on a notre bouton fermé qui va se situer en haut. Donc, c'est de la même façon, a.close. Et ici, on met notre croix. Ensuite, on a notre contenu. Donc, c'est div.modal-body. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas fermer cette boîte. Et enfin les actions, donc ici div.modal-footer. Et au niveau des actions, vous pouvez mettre des boutons ou ce que vous voulez. Donc là on va créer deux boutons, a.btn.primary, donc le bouton primaire qui va nous permettre de valider, donc on va mettre OK. Et ensuite un autre bouton, donc on va prendre le même, sauf qu'on va enlever primary. Et ça sera le bouton annuler. Alors pour l'ordre logique des choses, c'est plutôt celui-là qu'on va mettre en second. Donc là, si je sauvegarde ça, donc voilà, là comme ça, vous voyez, vous avez votre box modal. Alors si vous voulez pareil de la même façon que le bouton permet de supprimer, hop, faut recréer la ligne ici. Hop, hop, hop. On va carrément la dupliquer. Sauf qu'ici, ce n'est plus alerte message, mais modal. Et dans ce cas-là, quand on ferme, ce n'est pas le parent, mais le parent deux fois. Tout simplement parce qu'on a besoin de remonter jusqu'à la box. Et dans ce cas-là, hop, voilà. Et là, c'est plutôt un fade out. Alors, si vous voulez avoir un petit fond pour qu'on voit un peu plus la boîte et la mettre un peu plus en évidence, tout simplement, il suffit de l'entourer d'une div. C'est pour ça que je l'avais créé. Et la classe qu'il faut donner, c'est la classe modal-backdrop. Alors ça, c'est dommage. Il n'y a pas forcément d'exemple sur la doc. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'ici, je crois que par défaut, si on inspecte, voilà, vous voyez, ils mettent un style, mais ils mettent pas backdrop. Donc j'ai fouillé dans le CSS et j'ai trouvé en fait que c'était cette classe-là. Et du coup, là, vous voyez qu'on a bien notre boîte et il faudra penser à supprimer plutôt le backdrop. Donc là, hop, au lieu de fermer parent, on va faire carrément faire fermer ça.
Voilà, comme ça, histoire que quand je ferme, ça ferme tout le contenu. Voilà. Donc après, bon, il y a deux choses que je vous ai pas montré, mais bon, là je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Comme ça, vous savez à peu près comment utiliser tous les éléments. Là, on a bien fait le tour. Tous les éléments de ce Bootstrap là. Donc ensuite, comment personnaliser un petit peu tout ça? Ben, c'est très simple. Vous allez sur GitHub ici, vous téléchargez la version du Bootstrap. Donc là, je vais prendre la dernière version. Donc vous la téléchargez. Ici, hop, au niveau de mon site, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler less, et dedans je vais y mettre les fichiers CSS. Donc ici, si j'ouvre, vous avez les fichiers CSS que j'utilise actuellement. Donc c'est celui-là normalement que j'utilise. Donc ça c'est le CSS compilé. Mais dans lib, vous avez tout le CSS non compilé. Donc ici, vous le copiez ici. J'avais déjà fait un tutoriel dessus, donc il y a deux façons de les utiliser. Soit vous les compilez, dans ce cas-là c'est un petit peu pénible, soit vous pouvez utiliser un JS. Alors vous cherchez sur Google less.js. Voilà. Vous téléchargez ce JS là, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et on le met hop, dans ce dossier là. Donc globalement, ce fichier, de quoi il est capable? Il est capable d'autocompiler du less à la volée. Le principal donc ça c'est très du less à la volée. Donc au niveau de l'utilisation de votre CSS, c'est différent. On ne va plus utiliser ça. Donc hop, je le commente. Et ce que l'on va utiliser, c'est tout simplement ce qui donne en second lien ici au niveau du Bootstrap. Ce lien-là. Donc ce lien, comment il fonctionne? D'abord, on doit indiquer le lien vers le fichier bootstrap.less. Donc moi, c'est less / bootstrap. .less et ensuite le chemin vers le fichier JS. Donc là c'est less / less.js. Donc là si j'actualise ma page, vous voyez que du coup tout a toujours la même apparence, donc ça c'est plutôt un bon signe. Donc là avec les fichiers less, ce que vous allez pouvoir faire c'est partir de cette base là, donc de ces différents fichiers et pouvoir éditer votre CSS et adapter à vos couleurs. Donc après, je trouve qu'au niveau de ce système less, c'est pas forcément super bien foutu. Pourquoi? Tout simplement parce que les couleurs ont été rentrées en dur. C'est-à-dire que le blue et blue dark, ils l'ont appelé ça blue et blue dark. Ce qui fait que si vous voulez changer les valeurs et par exemple mettre du rose, je ne sais pas pourquoi, mais si vous faites ça, ça va fonctionner. C'est-à-dire que tous vos boutons vont bien passer en rose, mais le problème c'est que ça correspond absolument pas. C'est-à-dire qu'ici vous avez un blue, alors que là, tout ce que vous avez indiqué, c'est du pink, donc ça correspond pas. Donc là, c'est vrai que c'est le seul petit défaut que j'ai trouvé au Bootstrap. Donc après, j'ai pas essayé de le modifier en profondeur, mais je trouve qu'à modifier, il n'est pas forcément super pratique. En plus, il faut trouver où se trouvent les différents contenus. Donc par exemple, si vous voulez éditer Primary, le bouton Primary, c'est dans Patterns, où là, vous avez tous les trucs de base en fait, toutes les classes de base. Donc ici, par exemple, vous avez le gradient. Donc là, si vous voulez le modifier, c'est plutôt là qu'il faudrait le faire. Mettre @green, par exemple. Et là, mettre un green dark ou tout simplement à la volée faire un darken d'un green et de 50%. Allez, hop, soyons fous. Et là, automatiquement, du coup, on aurait plus un, plutôt 10%. Voilà, on aurait plus des boutons verts et ça correspondrait plus à notre système là. Mais vous voyez que globalement, l'avantage c'est que c'est du less, donc c'est plus simple que du CSS et que c'est plus simple à modifier. Donc voilà, et là vous savez maintenant utiliser à fond le Bootstrap de Twitter. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre comment l'utiliser et vous évitera surtout de créer des pages qui ressemblent à ça. Donc si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à le poster sur le forum.